Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. J'ai un endroit fantastique à vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des plus grands manoirs de l'âge d'or aux États-Unis, construit en 1899 par Peter A. B. Widener. Cet endroit est tout simplement fascinant, et aujourd'hui, nous allons vous faire visiter et vous montrer tous les secrets et l'histoire que ce lieu a à offrir. Mais je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis accompagné d'Angie et d'Edward, et ils vont nous raconter l'histoire et approfondir tout ce que cet endroit a à offrir. Bienvenue à Linwood Hall. Linwood Hall, l'un des plus grands manoirs de l'âge d'or aux États-Unis. Il y a environ un siècle, Monsieur Peter A. B. Widener a demandé à l'architecte Horst Trumbauer de concevoir et de construire ce manoir extravagant. Au cours de 3 années, ce chef-d'œuvre a été construit et est devenu l'un des plus grands manoirs des États-Unis continentaux. Le coût de la construction était de 8 millions de dollars, ce qui, corrigé de l'inflation, représenterait environ 260 millions de dollars en valeur actuelle. Avec 110 pièces, 55 chambres, 20 salles de bain, 5 galeries d'art et de nombreuses autres pièces communes, Linwood Hall était un rêve devenu réalité pour Peter. C'était une demeure sans pareille, parmi toutes celles construites à l'époque de l'âge d'or. Finalement, le manoir est passé entre les mains du fils de Peter, Joe, un homme fasciné par tout ce qui est français. Joe a transformé le manoir au domaine de campagne à la française. Linwood Hall est presque 2 fois plus grand que la Maison Blanche, avec une superficie totale d'environ 100 000 pieds carrés. Le manoir abrite aussi la plus longue enfilade résidentielle des États-Unis. Il possédait également les plus beaux jardins à la française d'Amérique, comparables à ceux du château de Versailles. Ayant laissé derrière elle le plus grand manoir de Pennsylvanie, la famille Widener n'était clairement pas ordinaire. Après tout, ils ont laissé une empreinte durable sur cet état. Pour approfondir l'histoire de la famille, Edward va analyser leur famille ainsi que le lien célèbre avec le RMS Titanic. Donc Peter A.B. Widener, vous savez, il est vraiment l'incarnation de ce que nous appelons le rêve américain, vous savez, l'histoire du pauvre devenu riche. Fille d'un maçon de West Philadelphia. Vous savez, sa famille n'avait pas beaucoup d'argent et son frère possédait une boucherie et il aidait son frère avec ça. Finalement, il a ouvert ses propres étals et vous savez, il en avait partout dans la ville. Au début de la guerre de sécession, comme il avait l'habitude de fréquenter les milieux politiques à Philadelphie et de se faire des relations, il a obtenu un contrat pour fournir du mouton aux troupes de l'Union dans un rayon de 16 km autour de Philadelphie. Il a reçu 50 000 $, soit environ 800 000 $ actuels. Une belle somme. Peter, n'étant pas idiot, a décidé d'investir dans ce qu'il pensait être le prochain secteur porteur, à savoir les transports urbains. Il a commencé avec des tramways tirés par des chevaux, puis il est passé à des tramways motorisés et électrifiés, et il possédait les lignes de tramway dans de nombreuses grandes villes des États-Unis. Il était investisseur dans American Tobacco Company, International Mercantile Marine, Standard Steel, Standard Oil. Je veux dire, il touchait un peu à tout. Et c'était le moment parfait parce que l'Amérique était en plein milieu de cette immense révolution industrielle à cette époque. Il était là, au bon moment, au bon endroit, avec l'intelligence requise. Grâce à la compagnie International Mercantile Marine avec JP Morgan, il détenait une importante participation, voire je crois majoritaire, dans la White Star Line et donc dans le Titanic. Souvent, on entend Linwood est la maison du Titanic. Peter possédait le Titanic. Ce n'est pas tout à fait exact. Il était associé à JP Morgan dans International Mercantile Marine et détenait une part dans la White Star Line. Donc oui et non. Mais au fil des années, ils avaient une maison sur North Broad Street à Philadelphie, à l'angle de Broad et Girard. Une magnifique maison en grès brun conçue par Willis G. Hale. Malheureusement, elle n'est plus là.
Elle a probablement été démolie il y a 35-40 ans, mais ils ont construit cette maison en 1899 et le but était d'accueillir la famille qui ne cessait de grandir, ainsi que la collection d'art toujours plus importante. L'art était une passion pour PAB. Il était autodidacte dans ce domaine, et son fils a aussi hérité de cette passion et perpétué la tradition, sur laquelle nous reviendrons, mais il lui fallait une maison pour sa famille et son art, alors ils ont construit cette demeure avec 5 galeries d'art. Au début, comme il était autodidacte, il s'est fait arnaquer plusieurs fois et a acheté ce qu'il pensait être des œuvres chères, belles et authentiques. Elle ne l'était finalement pas. À la mort de Peter Abbey Widener en 1915, son fils a examiné la collection et éliminé de nombreuses pièces de moindre qualité. Ils n'ont gardé que les plus belles œuvres et ils ont continué à en ajouter jusqu'aux alentours de 1925-1930, en ajoutant encore quelques-unes de leurs pièces les plus importantes à la collection. Le Titanic a en fait 2 liens avec la famille. Donc le deuxième lien concerne le deuxième fils de Peter, George Dutton Widener, ainsi que sa femme et leurs petits-enfants, qui ont embarqué à Cherbourg pour retourner en Amérique. Et malheureusement, George Dutton Widener et Harry Elkins Widener, le petit-fils de Peter, sont décédés lors du naufrage du Titanic. Eleanor et sa femme de chambre ont survécu. La famille a été très philanthropique au fil des années, et je pourrais consacrer toute une section à leur philanthropie, mais je pense que l'une de leurs principales contributions a été faite en mémoire de Harry. Harry était un grand bibliophile. Il possédait à Linwood Hall certains des livres les plus rares et collectionnait des ouvrages du monde entier, une véritable passion. Il a coulé avec le Titanic en gardant dans sa veste un petit exemplaire des essais de Francis Bacon qu'il appelait Little Bacon. Il est allé en Europe juste pour obtenir ce livre. Après son décès, PAB et sa belle-fille, la mère de Harry, Eleanor Elkins Widener, ont décidé de faire don de toute sa collection à l'université Harvard où il avait fait ses études. Et comme il n'avait pas d'installation pour conserver correctement les livres, la famille Widener a entièrement financé et engagé l'architecte Horace Trumbauer, le même qui a construit cette maison, pour édifier à Harvard la Harry Elkins Widener Memorial Library au centre du campus. C'était l'une de leurs principales contributions au public. Après la mort de Peter en 1915, il est décédé à l'âge de 80 ans. Et son médecin a dit que c'était une combinaison de chagrin et, vous savez, simplement, de vieillesse. Joseph, le plus jeune fils, et sa femme, Ella Pankhurst Widener, ont hérité du domaine. Joseph a vécu ici jusqu'à sa mort en 1943. Ella est décédée ici en 1929 de complications cardiaques. Mais vous savez, Joe a continué à vivre ici pendant un certain temps après cela. Joe a entrepris une grande rénovation de cette maison. Il a arraché beaucoup de choses, il a refait beaucoup de choses, il a pratiquement Il a presque effacé toute trace victorienne de la maison et l'a transformée en une demeure de campagne à la française, sa passion. Il a trié la collection d'art et éliminé de nombreuses œuvres de moindre qualité. Il a apporté ce qu'il pensait être des pièces exceptionnelles. Et au début des années 1920, la collection d'art conservée ici à Linwood Hall n'était pas seulement la plus grande, mais elle était considérée comme la plus belle collection privée d'art au monde. Et cela est resté ainsi jusqu'en 1943, lorsqu'ils l'ont donnée à la National Gallery of Art à Washington, D.C. Ce fut une autre de leurs grandes contributions au peuple américain. Après la mort de Joe, la famille ne souhaitait plus entretenir le domaine et les gens n'habitaient plus ce type de maison en Amérique. Donc, il a été vendu aux enchères et un promoteur immobilier l'a acheté et l'a gardé pendant 10 ans, 8 ans à peu près. Et en 1952, le Faith Theological Seminary cherchait un nouveau campus et ils l'ont acheté. Carl McIntyre, qui était alors le directeur du séminaire, voyait un peu cela comme une école chrétienne du niveau de l'Ivy League. Il adorait son histoire, il aimait le design, l'architecture, l'ambiance. Et le Faith Theological Seminary s'est installé ici de 1952 à 1996. Ils ont donc occupé cette propriété pendant assez longtemps. Ils s'en sont occupés avec soin pendant 30 ans, mais ont eu des difficultés financières fin des années 80 et début 90. Et malheureusement, certains éléments et caractéristiques historiques de la maison ont été vendus pour joindre les deux bouts. En 1996, le propriétaire actuel de la propriété a sauvé FT de la faillite, l'a acheté 5 millions de dollars et en est aujourd'hui propriétaire. Alors bienvenue à tous à l'intérieur de Linwood Hall. Je suis très enthousiaste de vous faire visiter cet endroit. Nous nous trouvons en ce moment dans le grand hall. C'est ici que les gens entraient et avaient leur première impression de ce domaine magnifique. Angie, Edward, merci beaucoup de nous faire découvrir cet endroit.
Nous sommes ravis d'être ici et d'avoir la possibilité de le montrer aux gens. Ce qu'est vraiment cet endroit. Et ils sont des défenseurs de Linwood Hall et essaient de préserver ce lieu pour l'avenir. Donc, Edward, si j'ai bien compris, tu es obsédé par Linwood Hall depuis l'âge de 11 ans. C'est exact. Mon Dieu. Et NJ, tu as suivi ses traces il y a quelques années et vous faites tous les deux un travail formidable. À la fin de la vidéo, NJ va nous expliquer en détail comment ils vont essayer de sauver cet endroit et lui offrir un nouvel avenir. Alors merci pour cela, NJ et Edward. Parcourons cet endroit et voyons ce que ce lieu grandiose a à offrir. Absolument. Alors tout d'abord, prenons un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble du couloir. Apprécions simplement son élégance et simplement la grandeur de cette pièce. As-tu quelque chose d'intéressant à raconter sur cette pièce que les gens aimeraient peut-être savoir? Donc tout d'abord, je dirais que cette pièce est souvent comparée aux Breakers à Newport. D'accord. Elle a été conçue d'après les Breakers, c'est donc une version plus petite de cette salle-là. C'est le manoir à Rhode Island, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. Le manoir Vanderbilt de Rhode Island. Oui, donc ceci est aussi une version plus petite de la cour d'entrée des Breakers. J'aime bien que tu parles d'une version plus petite ici, vu la hauteur des plafonds. Quelle est-elle? Je dirais environ 45-50 pieds. Oh, c'est énorme. Pour ceux qui sont en système métrique, ça fait environ 10 mètres et... Oui, tu vois, à l'époque, toute cette pièce aurait été entièrement meublée, avec des vases et des bustes, et il y aurait eu des tapisseries partout aussi, non? Oui, dans les couloirs latéraux, on avait un immense tapis disparant ici. Une table, ils avaient des urnes chinoises et des chaises françaises, des palmiers en pot et des tapis en peau d'ours polaire et de tigre. Je veux dire, c'était vraiment rempli d'opulence. Ça a l'air incroyable. Et puis, pour parler un peu plus de cet escalier, tu peux voir ici que c'est un escalier très élégant qui mène aux étages supérieurs, aux chambres à l'étage. Et le tapis ici est vert en ce moment, mais à l'époque il était rouge. Donc ce couloir a été rénové plusieurs fois au fil des années. Il y a un magnifique travail de ferronnerie détaillé sur la rampe de l'escalier. Ce sol a été changé plus tard aussi, non? C'est exact. C'était un ajout de Joe ou de... Oui, de Joe Weiner. Donc vers 1915, il a fait beaucoup de rénovations dans la maison. Et à l'origine, le sol était tout blanc, comme vous le voyez ici, d'accord? Et il voulait s'inspirer de nombreux beaux châteaux et palais français. Oui. Et c'est un motif qu'on retrouve souvent là-bas, donc c'est pour ça qu'il l'a intégré ici. Je vois ça parfois en effet dans les châteaux français, oui. Et puis encore une chose ici. Nous avons cette niche dans le mur. Et en haut, vous pouvez voir une coquille. À l'intérieur, on exposerait une œuvre d'art. Mais avant cette époque, avant que Joe ne rénove cet endroit, il y avait une cheminée ici, et cela avait un aspect complètement différent. Aussi, la moulure en haut que nous voyons là avait un aspect complètement différent. Elle était plus élaborée si je ne me trompe pas et... Oui, c'est exact. La moulure ressemblait en fait à ce que vous voyez ici, donc le cercle de marbre blanc avec les deux dalles rouges ou roses de chaque côté. Oui, et puis il y a encore une chose dans cette pièce que nous devons regarder, c'est le plafond. D'abord, on voit la magnifique moulure tout autour. Mais la partie blanche que vous voyez en haut était autrefois un puits de lumière. Et cela remplissait toute la pièce de lumière naturelle et la rendait tout simplement magnifique. Je n'arrive pas à imaginer à quoi devait ressembler cette pièce. Moi non plus. J'ai vu des photos, mais jamais vécu ça. J'espère qu'on pourra le vivre un jour. Ouais, dans quelques années. Espérons-le, on croise les doigts. On croise les doigts pour ça. On croise les doigts. D'accord, quel magnifique couloir. Allons plus loin, du côté droit du bâtiment. C'est vraiment un couloir magnifique. Allons d'abord dans cette pièce. Je crois que c'était la salle de réception, non? Oui, c'est bien la salle de réception. Merci beaucoup. Franchissez le seuil du temps. Oh là là. Regarde cette pièce. Merci beaucoup, Edward. À plus tard. À bientôt. Et allons par ici. Donc, cette pièce dans laquelle nous venons d'entrer était autrefois un salon de réception. Les invités qui venaient à Linwood Hall étaient installés ici, quelque part dans la pièce. Et ils attendaient Peter ou un autre résident qui pouvait les aider pour les affaires qu'ils étaient venus régler.
Ou peut-être qu'ils étaient simplement là pour rendre visite à des amis ou à la famille. Cette pièce est tout simplement fantastique. Regardez tout ce bois de chêne, le bois tigré tout autour. Et puis ici sur le mur, vous voyez un espace vide. Et vous vous demandez peut-être ce qu'il y avait ici. Et en fait, c'était une tapisserie fantastique. Le rêve de Ronaldo était suspendu ici sur le mur. Je ne peux qu'imaginer les invités qui entraient dans cette pièce et étaient accueillis par une vue aussi magnifique. Et puis juste devant nous ici, une autre belle pièce. Nous avons la cheminée qui brûlait et réchauffait les invités. Regardez tous les détails intrigants du design. Nous pensons que les cheminées à l'intérieur des pièces ici, à Linwood Hall, oh non, nous en sommes sûrs. Elles viennent de palais et de villas italiens, et elles ont toutes été soigneusement installées à l'intérieur de Linwood Hall. Très détaillées, toutes faites en marbre italien. Et à l'intérieur ici, nous avons cette ferronnerie. Cette ferronnerie intrigante, il y a beaucoup de détails là-dedans. Et cela diffuserait la chaleur du feu. Dans la pièce. Je suis aussi amoureux du miroir que nous avons au-dessus de la cheminée. Puis juste au-dessus, il y a un visage. Il faut aussi regarder toutes les moulures là-haut. On peut même voir des sculptures au plafond. Et juste en dessous, nous avons ces sculptures de l'arc et de la flèche, je crois, là-bas. La salle de réception figurait parmi les pièces les plus opulentes de la maison et, comme la grande salle, devait impressionner. Parce que si vous étiez un invité ici, ou si vous étiez un invité des Widener à l'époque, le majordome vous aurait fait entrer et vous auriez été conduit dans cette pièce pour attendre que monsieur et madame Widener descendent vous saluer. À l'origine, cette pièce était blanche, verte et rose. Donc il y avait une sorte de thème pastèque et encore une fois très victorien, très chargé, très ostentatoire. C'est pas pour dire que le salon de réception d'aujourd'hui n'est pas ostentatoire, mais il s'agit d'une élégance plus raffinée comparée à ce que c'était auparavant. Toute cette pièce a en fait été construite autour d'une section du mur qui accueillait une tapisserie réalisée en 1751 par François Boucher, intitulée « Le rêve de Ronaldo ». C'est une magnifique tapisserie avec beaucoup de rouge, de vert et d'or qui était vraiment, c'était la grande dame de cette pièce. C'était la pièce maîtresse et elle se trouve aujourd'hui à la National Gallery of Art. Mais cette pièce n'était vraiment qu'un espace d'accueil. Ce n'était rien de plus que cela. On ne traînait pas ici. C'était simplement un endroit pour faire quelques affaires, échanger des politesses et accueillir les gens dans votre belle demeure. Et les rideaux, soigneusement rangés derrière les boiseries ici, pouvaient se replier. Des fenêtres très hautes également. J'adore absolument ça, j'adore déjà cette pièce. Et ce n'est que la première pièce de Linwood Hall. Nous avons encore beaucoup à découvrir, car Linwood Hall compte 110 pièces, 55 chambres, 20 salles de bain, et le reste ce sont des pièces comme celle-ci. La salle de bal, la salle de réception, les salles consacrées à l'art, et maintenant nous allons continuer vers l'une des pièces les plus incroyables de tout cet endroit. Oh, ces portes sont très lourdes. Oh, d'accord. Oh, un autre détail intrigant que je dois vous dire. Beaucoup de portes à l'intérieur de Linwood Hall sont fausses. Celle-ci, par exemple, est complètement fausse. Vous pouvez voir qu'elle est intégrée dans le mur, et ce n'est qu'un des nombreux détails que nous allons souligner tout au long de ce documentaire. Suivez-moi, allons dans la pièce suivante. Et c'est celle-ci, tout au bout du couloir. D'abord, remarquons quelque chose ici dans le couloir. Vous pouvez voir beaucoup de moulures, et ce joli visage qui a été sculpté là, cela doit demander énormément de temps et d'efforts à réaliser. On ne fait plus ça de nos jours. J'adore aussi le fait que les vitres des portes ici soient des miroirs. Ils reflètent la pièce. Je vais maintenant vous montrer la salle de bal. Pour moi, c'est la meilleure pièce de tout le domaine. Oui, la salle de bal est facilement la pièce la plus opulente de la maison.
C'est votre principal espace de réception. C'est l'espace principal où vous voulez vraiment impressionner les gens. Elle est magnifiquement conçue. Comme la plupart des pièces, elle a probablement été refaite vers 1910-1912, mais nous n'en sommes pas certains. À l'origine, il y avait des murs en velours, des revêtements, et c'était à l'origine une bibliothèque, croyez-le ou non. On l'appelait une bibliothèque, et il y avait des étagères intégrées dans tous les coins, et tout cela a été enlevé après 1912. La salle de bal a tellement de détails que vos yeux s'y attarderont longtemps. C'est l'une des pièces les plus complexes. Le plafond présente un décor absolument magnifique. Et le médaillon principal au centre du plafond vient, nous le croyons, du XVIIe siècle. Et nous savons qu'il provient d'un château ou d'une villa italienne. Donc il a été importé de l'étranger pour orner le plafond de cette pièce. Un fait amusant à son sujet est que cette pièce a été apportée avant même que la salle ne soit construite. C'est dire à quel point elle est grande et à quel point il était difficile de l'installer ici. Ensuite, toutes les moulures que vous voyez autour ont été spécialement réalisées autour de ce médaillon, autour de cette pièce. Autour, nous avons encore quelques œuvres d'art au-dessus. Nous voyons les anges. Ils sont tout simplement magnifiques. Et juste derrière nous, Dany ici. Vous pouvez voir le lustre en ce moment, mais à l'époque il y avait un lustre très différent, beaucoup plus extravagant, qui était suspendu ici dans la pièce. 4 du même genre, et certainement pas ceux-ci. Beaucoup d'objets à l'intérieur de Linwood Hall ont malheureusement été vendus par la société coréenne, par une société de théologie coréenne qui a repris cet endroit. L'un des anciens propriétaires. Il est en état. J'adore absolument cette pièce aussi. Vous pouvez voir une dame assise là, avec des fruits autour d'elle, et je crois qu'à sa gauche, on peut voir un globe. Et malheureusement, cette pièce qui était accrochée de ce côté est exactement la même que celle de l'autre coin, mais elle s'est détériorée avec le temps. C'est vraiment dommage de voir des endroits comme celui-ci tomber en ruine. Et c'est pour cela que nous avons besoin de personnes comme Edouard et Angie pour sauver cet endroit et d'autres lieux autour d'ici. L'un des éléments ou aspects les plus impressionnants de la salle de bal est sa cheminée. Elle semble terne en ce moment, mais si vous la faites briller, c'est une couleur vraiment profonde, un gris-violet royal. C'est vraiment une magnifique pièce en marbre. Et au-dessus de cette cheminée, il y a maintenant un cadre vide. Et il y avait autrefois une peinture à l'huile de ce que nous pensons être Louis XIV, le roi soleil de France. Et c'est intéressant parce que si vous regardez de près les nombreux détails du plafond, vous remarquerez des tournesols cachés un peu partout dans la décoration. Cette pièce est décorée style Louis XIV, donc c'est logique. Nous ignorons où est la peinture. Nous ignorons ce qu'il est devenu, mais pensons qu'il s'agissait d'un portrait de Louis XIV. Comme vous pouvez le voir, entièrement fait de marbre. Encore une fois, j'adore sa couleur. Et j'aime aussi les détails. Ce que j'ai également remarqué ici, Dany. Et ce que j'ai aussi remarqué ici, c'est toute cette noirceur. Cela vient des années et des années de fumée qui se sont déposées. Au-dessus de la cheminée. Encore une fois, un bel intérieur de cheminée. Donc ici, on peut voir ces tournesols dans les moulures du plafond, ainsi que ces statues, les anges à côté. Ce côté aussi, ici. Et une autre caractéristique charmante que j'ai remarquée à propos de la maison, du domaine, c'est ici, dans les fenêtres. Vous voyez les volets qui viennent tout fermer la nuit. Ils se dissimulent complètement sur le côté. Les rideaux sont également encore présents ici. Et puis, vous voyez une planche en bois de ce côté. Malheureusement, elle a été clouée parce que derrière ici, il y a une porte. Et derrière cette porte, il y a un jardin d'hiver où vous pouviez vous asseoir et vous détendre. En sortant de la salle de bal du côté est, il y a ce qu'on appelle un jardin d'hiver.
Avant, c'était une loggia, c'est-à-dire un porche ouvert avec des colonnes corinthiennes, puis ils l'ont fermé avec des porte-fenêtres en verre et en ont fait un jardin d'hiver. C'est la même chose du côté ouest de la maison. En sortant de la salle à manger, il y a aussi un jardin d'hiver là-bas. Donc, l'un des faits les plus intéressants à propos de cette maison depuis le jardin d'hiver du côté est est, Du jardin d'hiver côté est jusqu'au jardin d'hiver côté ouest, cela forme la plus longue enfilade résidentielle d'Amérique, qui s'étend sur un total de 268 pieds. C'est la plus longue façade de toute résidence aux États-Unis d'Amérique. Waouh, d'accord. Il y a encore une chose que je dois te montrer dans cette pièce. Ce sont les portes quand on les ferme. Tu peux voir qu'elles sont magnifiques, avec des motifs intrigants. Encore une fois, chaque porte est au-dessus, et si tu regardes d'un peu plus près, tu peux voir ici on a quelques flèches, un arc, et même des boucliers intégrés dedans. J'aime aussi celle en bas, elle représente la terre. Et encore une chose que je veux dire à propos de cette pièce. À l'époque où Joseph avait cet endroit, quand l'endroit portait le nom de Joseph, il organisait ici des bals extravagants. Il organisait des événements somptueux ici, des bals masqués et différents styles, chinois, mandarin, français, italien. Donc il y a un article, et je ne suis pas exactement sûr de la date, je crois que c'est au début des années 1910, qui parle d'un bal qui a eu lieu ici, et ils disent que la salle de bal peut accueillir 1000 personnes. Je trouve cela exagéré. On peut mettre 1000 personnes dans la maison, mais seulement 500 dans la salle de bal. Donc je pense qu'ils ont un peu exagéré, mais nous savons que les Widener sont très doués pour recevoir et qu'ils adorent ça. Très souvent, leur soirée était accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie. Parfois, ils s'installaient dans la galerie au-dessus du grand hall. Parfois, ils s'installaient dans la salle de bal. Nous savons aussi que Joe et Ella aimaient organiser des fêtes costumées ou bals masqués ces dernières années à Linwood. C'était une autre de leurs traditions annuelles. Et ils faisaient venir, vous savez, des créateurs de costumes pour confectionner des tenues pour tout le monde. Et c'était vraiment tout un spectacle. Même le personnel portait des costumes d'époque. Ils savaient vraiment organiser une fête, disons-le. Cette époque était magnifique. D'accord, prenons la sortie par ici. Allons plus loin dans la demeure. Ces portes sont lourdes et massives. Et puis, nous avançons. Il nous reste une pièce à vous montrer dans ce couloir. Et c'est celle-ci, juste ici. Et c'est la première galerie d'art. Cette porte est vraiment lourde. Bienvenue. Ça ne ressemble en rien. Ça ne ressemble en rien à ce que c'était autrefois. Mais dans cette pièce, ils exposaient des œuvres d'art italiennes. Merci d'avoir allumé la lumière. Et ça, quand l'organisation de l'église était dans le bâtiment, ils utilisaient cette pièce comme salle de classe, comme on peut le voir. Mais il y a encore de très beaux détails dans cette pièce. Si on lève les yeux, on peut voir un plafond italien, qui a aussi été retiré d'un palais en Italie et placé ici. C'est vraiment magnifique à regarder. Donc, en plus d'être une maison familiale, Linwood Hall était aussi un lieu dédié à l'art. Nous avons eu des commentaires d'autres personnes ayant une grande expérience avec d'autres demeures aux États-Unis, principalement à Newport, et le principal commentaire était que cette maison est tellement plus sobre comparée à celle-là. Évidemment, c'est opulent, doré et magnifique, mais comparé à d'autres demeures de l'âge d'or aux États-Unis, c'est un peu plus raffiné et décontracté. Et la raison à cela, c'est que l'attraction principale n'était pas la maison, c'était l'art qui était exposé ici. Donc l'art et les galeries d'art étaient vraiment le cœur de cette demeure. Et c'est ce que la famille a aimé et chéri pendant des décennies en vivant ici. Donc Linwood compte au total 5 galeries d'art. Il y en a une au rez-de-chaussée entre la réception et la salle de bal. Elle a plusieurs noms, la salle Travertin, la salle de Pierre et la salle Raphaël.
Et le nom salle Raphaël vient de la petite Madone calvaire qui a été peinte par Raphaël dans cette pièce. À l'époque, elle était parmi les meilleures mondiales. C'est une petite peinture, à peine de cette taille, mais elle était au centre de la pièce et dominait tout le reste. Cette galerie était la galerie d'art de la Renaissance italienne. C'est l'une des 2 seules pièces de la maison décorées dans un style italianisant. Il y a même encore un piano ici. Je suis vraiment curieux de voir si celui-ci fonctionne encore. Je pense que c'est un orgue. Il a besoin d'électricité pour fonctionner. Je vais juste le laisser comme ça. Allons maintenant plus loin, vers l'autre aile de Linwood Hall. Après avoir vu cette magnifique aile est, il est maintenant temps de se diriger vers l'aile ouest ici, et de voir ce qui a été laissé de ce côté. Encore un couloir très similaire de ce côté, avec aussi des portes vitrées menant à des pièces séparées. Et ici, on peut encore voir une fausse porte. Le miroir en face imite une entrée, mais derrière, il y a en réalité un mur. Et cela nous mène dans un autre couloir, avec un escalier à l'intérieur. Et celui-ci était principalement utilisé exclusivement par les domestiques. Peter, Joe et les autres résidents de cet endroit ne venaient jamais ici. On voit qu'ils prenaient grand soin de leurs domestiques. Il y a même un escalier en marbre ici aussi. Un design intriguant. Ensuite, nous entrons dans une petite pièce. Au début, c'était une zone de préparation pour la nourriture. La nourriture était généralement préparée dans la cuisine du sous-sol, que nous verrons plus tard. Lorsque le séminaire a repris cet endroit, il n'avait plus besoin d'une cuisine aussi grande qu'avant. Donc ils l'ont transformé en espace cuisine, comme nous pouvons le voir en ce moment. Tous les placards ici sont d'origine de cette époque. Ils ne semblent même plus s'ouvrir. Une jolie plaque de cuisson sur le côté ici. Regardons ces placards encastrés ici. Et puis d'ici, vous pouvez aller plus loin dans un autre couloir de service. Et ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est cette partie centrale ici. On dirait une porte, mais derrière, il y a en fait un très grand coffre-fort. Et depuis que Joseph a quitté cet endroit, ce coffre-fort n'a plus jamais été ouvert. Alors qui sait quel trésor se cache derrière cette porte? Les charnières sont énormes. Et d'ici, nous pouvons à nouveau retourner dans le couloir. Il y a encore une pièce ici que nous n'avons pas encore vue. Avant d'entrer dans cette pièce, voyons d'abord celle-ci. Et je crois que c'était la salle à cigares. Oui. Avec ce magnifique chêne tigré sur les murs. Il y aurait aussi eu des tapisseries dans cette pièce et des œuvres d'art. Waouh. Et les résidents de cet endroit, après le dîner, après être allés dans la salle à manger et avoir dîné, venaient ici pour passer la soirée, boire quelques verres, fumer des cigares et simplement passer un bon moment. Après ce dîner du soir. Il y a aussi une belle cheminée dans cette pièce. Et celle-ci présente un marbre très particulier. Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir tous les différents détails, tous les différents types de pierres. Superbement sculpté encore une fois. Et ce que je trouve aussi très unique dans cette pièce, ce sont ces armoires dissimulées. Celle-ci est très difficile à ouvrir. Beaucoup de rangements sur le côté, une rangée de faux livres pour donner cette sensation unique. Ceci s'ouvre aussi, je crois. Je ne vais pas insister, de peur de casser quelque chose. Et ceci est une porte dissimulée vert. Ce côté-ci. Et cela mène à une salle de bain entièrement en marbre. Les messieurs qui prenaient un verre dans le fumoir pouvaient entrer ici.
Regardez ça. C'est d'une beauté éblouissante. Soyez prêts, nous allons maintenant entrer dans la salle à manger. Ces portes sont lourdes. Mais ici, c'était l'espace de stockage du séminaire. Ils y entreposaient tous les bancs qu'ils utilisaient, mais auparavant, c'était une magnifique salle à manger. Tous les murs étaient recouverts de chaînes, d'œuvres d'art et d'objets d'art, mais maintenant ce n'est qu'une représentation de ce que c'était autrefois. Et juste derrière, nous avons aussi l'une de ces vérandas, mais malheureusement, celle-ci a également été condamnée. Et juste à côté d'ici, beaucoup de gens confondent cette pièce avec autre chose, mais c'était en fait la salle du petit déjeuner, juste à côté de la salle à manger. Une pièce magnifique. Tout est magnifiquement conçu ici aussi, mais il y a une histoire très amusante à propos de cette pièce. Donc, Peter et les hommes de la maison, en fait, ils ne mangeaient pas du tout ici. Ils partaient simplement travailler dès leur réveil le matin, et les femmes, elles prenaient leur petit déjeuner dans leur chambre à l'étage. Donc, les seuls qui mangeaient ici étaient les enfants de la maison. Quelle belle pièce. Et juste ici au bout, nous avons encore une autre cheminée qui éclairait la pièce et apportait de la chaleur pendant qu'on prenait un délicieux petit déjeuner. J'aime aussi beaucoup voir ces pare-feux. Il y a même un petit mémorial dessus, en mémoire de Florence G. Cox, de 1901 à 1964. Les fleurs là-bas dans celui-ci. La pièce suivante. Avant d'aller jeter un œil aux étages supérieurs de cet endroit, nous allons d'abord descendre au sous-sol. Et c'est l'endroit où les domestiques travaillaient chaque jour. C'est une partie très intéressante de la maison. Descendons par l'escalier principal ici. Le salon des hommes, c'est écrit ici, c'était clairement pour les domestiques, pas pour les résidents de l'endroit. Regardez la pièce dans laquelle nous entrons. Quand on arrive au sous-sol, c'est en fait une pièce assez fascinante, je dirais. Allons d'abord faire un tour sur la gauche, et la première chose que l'on voit, c'est en fait un autre très grand coffre-fort. Celui-ci est à double paroi. Et ça continue ici, avec une autre porte de coffre-fort. Et cela mène à la collection privée de Joseph et Peter. Leurs bijoux, leur or, tous leurs objets de valeur auraient été entreposés dans cette partie du sous-sol. Afin d'assurer tous les événements, les réceptions et les besoins quotidiens de la famille, il y avait ici un personnel d'environ 40 personnes, plus ou moins, qui vivaient sur place. La maison possède 2 ailes massives et est construite en T. Dans l'aile nord de la maison, il y a 2 étages entiers au-dessus des galeries d'art qui sont les chambres des domestiques. Il y a, je crois, 25-26 chambres là-haut, mais ne me citez pas là-dessus. Mais c'est là que les domestiques vivaient, et en bas, dans la zone du sous-sol, se trouvent tous leurs espaces de travail. Donc, pour vous donner un bref aperçu du sous-sol, nous avons la cuisine principale au sous-sol. Il y a une pâtisserie et une boulangerie. Une pour la pâtisserie, une pour le pain et autres produits de boulangerie. Il y a aussi une chambre froide, avec des réfrigérateurs dans lesquels on peut entrer. Une salle pour la crème glacée, une chambre de stockage frigorifique, une salle de stockage du charbon, une salle à ordures, une salle à manger pour les domestiques. Le bureau du chef et le garde-manger. Ils avaient un atelier de menuiserie et de tapisserie, donc si à tout moment, vous savez, monsieur et madame Widener décidaient, vous savez, je n'aime plus la chaise rouge, je veux qu'elle soit verte ou bleue ou autre. Ils pouvaient l'envoyer là-bas et la faire entièrement retapisser sur place. Les domestiques avaient leur propre salle de billard. Et il y a encore plus de chambres de domestiques là-bas. Il y a aussi une immense chambre forte dans laquelle on pouvait entrer, en acier de rail. Il y a des toilettes avec salon,
l'une pour dames et l'autre pour messieurs. Cela servait pour de grandes réceptions, et il y a sûrement d'autres pièces. J'en oublie aussi, mais c'est comme une véritable petite ville là-dessous, avec toutes ces pièces pour faire fonctionner tout ce qui se passe à l'étage. Donc, à partir d'ici, on peut aller plus loin dans ce très long couloir qui mène aux chambres des domestiques. Mais avant d'aller plus loin, là-bas, nous pouvons d'abord entrer dans cette pièce. Et cette pièce était aussi une pièce pour les domestiques, mais c'était leur salle de billard. C'est ici qu'ils se détendaient après une longue journée de travail. Et ils avaient tout ici dont ils pouvaient rêver. Et aussi une cheminée très magnifique, je dirais. Mais celle-ci est différente de celle que nous voyons à l'étage, car celle-ci est faite en pierre. Et ici, on peut déjà voir beaucoup de dégradation dans ce lieu. Dans l'ensemble, le bâtiment est en très bon état, mais il y a certaines pièces qui ont clairement besoin d'attention et de restauration pour redonner vie à cet endroit et à ce qu'il était autrefois. Il reste même encore certaines choses à abandonner sur place. Nous aimons nos clients, c'est tout. Des temps anciens. J'adore le style en forme d'arche du plafond. Et les pièces que nous voyons ici, c'était toutes les chambres des domestiques. Elles ont eu d'autres fonctions par la suite. Et d'ici, nous pouvons continuer jusqu'au bout du couloir. Et derrière ces vieilles portes en bois, vous pouvez découvrir... Elle tire à peine sur ses gonds. Et elle révèle la cave à vin de Linwood Hall. Et on peut imaginer qu'à l'époque, quand il vivait encore ici, ça devait être animé. Avec des milliers et des milliers de bouteilles de vin uniques provenant de l'Union européenne aux États-Unis. Toutes ces étagères auraient été pleines. C'est agréable à voir. À l'intérieur de ce sous-sol, il y a aussi un système de tunnels, et j'ai hâte de vous y emmener. Juste ici, dans le couloir, il y a une porte qui nous mène par ici, et... Ensuite, nous avons cette fenêtre ici, et cette chaise bien placée, qui va nous permettre de passer de l'autre côté. Sautons par-dessus... Oh... D'accord. Et cela nous amène dans cette sorte de zone de service, où toute la plomberie et les tuyaux passent. Puis nous pouvons passer par cette porte, et je sens déjà l'air qui me souffle au visage. Et ici, nous arrivons dans le système de tunnel. Oh, l'écho ici est assez fort. D'accord, descendons l'escalier. Et maintenant, nous entrons dans le système de tunnel. Cela semble sans fin, ça continue à l'infini. Mais cela passe sous le jardin de Linwood Hall, jusqu'aux fontaines au bout. Je ne suis pas 100% sûr de la raison pour laquelle ce système de tunnel a été construit, mais je crois qu'il a été fait spécialement pour desservir les fontaines tout au bout d'ici. Il y a aussi un gros tuyau qui longe le côté du tunnel, et je crois, encore une fois, que c'est pour transporter l'eau vers les fontaines ici. Nous arrivons tout au bout du système de tunnel. Encore une sorte de zone de service. Il fait assez très humide dans cette pièce, mais ici, nous sommes juste sous la fontaine. On voit l'eau juste là. Voilà le cercle de la fontaine, qui en montre la taille. Et ici, ce sera la turbine. For the fountain. Absolutely amazing to see. Et pour finir, au sous-sol ici, il y a encore une section. Comme vous pouvez le voir, même les détails de la porte latérale. Ils ont même mis les mêmes miroirs sur la porte et ils ont prêté attention aux détails même ici au sous-sol. C'est aussi une partie très intéressante. Nous avons un escalier ici. Il a été bloqué plus tard, mais il débouche dans le couloir principal au-dessus. Et puis, ici il est écrit « Le salon des hommes ».
Et c'était encore un salon pour les domestiques qui vivaient ici en bas. C'est une pièce qui n'a pas été utilisée depuis longtemps. Et ici, au bout, encore une fois, une autre salle de bain. Une magnifique salle de bain, un vrai modèle du genre. Et je pense qu'il est temps maintenant de vous emmener là-haut, de vous emmener tous dans ces parties privées de ce domaine. Allons-y et découvrons cela. J'ai hâte de monter ici et de traverser le couloir principal. Ça devait être merveilleux pour les résidents qui vivaient ici autrefois, de monter l'escalier chaque jour pour rejoindre leur chambre. Quelle vue magnifique! Je dois aussi vous montrer ces ferronneries ouvragées qui se trouvent dans la rampe de l'escalier ici. Si vous regardez attentivement dans tout ce manoir, vous pouvez voir que chaque détail a été pensé, comme les sculptures ici, sur les piliers. Et tout le reste a aussi été pensé dans les moindres détails. Et si on regarde ici au haut du couloir, là-haut il y avait une œuvre d'art, mais de chaque côté, il y a des compartiments spéciaux. Et à l'époque, il y avait des tapisseries à l'intérieur de ces compartiments. Je veux d'abord aller dans l'aile gauche et vous montrer les chambres de Peter et Joseph et de sa femme. Tout autour de ce couloir principal, il y aurait des œuvres d'art exposées. Cela servirait de seconde galerie d'art pour l'Inwood Hall. Et il suffit d'admirer la magnificence en se tenant ici dans ce couloir. Imaginez à l'époque, la verrière n'était pas couverte. La lumière inondant l'espace et toutes les œuvres d'art encore en place. Je n'arrive tout simplement pas à imaginer. Il faut que je le voie pour le croire. Mais ici, dans cette aile est, c'était l'aile des Widener, ou plus particulièrement pour Peter et Joseph qui étaient de ce côté. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la maison a été construite comme une demeure et une galerie d'art, et Peter Abby Widener n'était jamais plus heureux que lorsqu'il avait ses enfants avec lui. Il a donc construit cette maison suffisamment grande pour accueillir ses 2 fils, leurs épouses et leurs enfants. Comme je l'ai déjà dit, la maison est en forme de T, et l'avant de la maison, l'aile est et l'aile ouest, ce sont les chambres privées de la famille et leurs espaces personnels. Donc il y en a 8 au total, et à l'époque, chacune d'entre elles était occupée. Ils avaient des gouvernantes, ils avaient 40 employés de maison. Vous savez, c'était un petit domaine familial, donc chacun avait sa propre section où il vivait. Peter Abby Widener vivait dans l'aile est. Nous savons que Joseph et Ella vivaient dans l'aile est et que leur fils, Peter Abby Widener le second, y a aussi résidé un temps. Nous savons aussi que Harry Elkins Widener, qui est péri à bord du Titanic, a également occupé une suite de pièces ici à un moment donné. Et puis, les parents de Harry, George Widener et sa femme, Eleanor Elkins Widener, habitaient l'aile ouest. Leur fille y vivait avec eux. À un moment, il y avait aussi une gouvernante. Leur autre fils, George Dunton Widener Jr., vivait là-bas. Au fil des années, et cela a été un sujet de débat très animé avec beaucoup de gens à propos de cette maison, il y avait beaucoup de changements dans la répartition des chambres. Il remaniait constamment la répartition des chambres pour répondre aux besoins de la famille. De magnifiques puits de lumière au-dessus de nous inondent ce couloir de lumière. Nous allons d'abord regarder dans cette pièce, mais je souhaite vous dire quelque chose. Ils n'ont jamais su qui dormait dans cette pièce, jusqu'à ce que la vitre se casse. Et vous pouvez voir ici la chambre du fils, donc c'était la chambre du fils de Joseph. Entrez ici. Regardez la grande pièce dans laquelle nous venons d'entrer. Malheureusement, le plafond s'effondre un peu, et cette pièce a été agrandie plus tard. Avant, il y avait un mur ici, mais ensuite ils l'ont ouvert, et Joseph en a fait sa propre chambre après un certain temps. J'adore la sculpture que nous avons ici, au-dessus du miroir. Chaque chambre de cet endroit possède également un dressing.
Voici l'un de ces dressings, et les résidents de cet endroit avaient aussi leur propre tailleur. Le matin et le soir, ceux-ci les aidaient à s'habiller. Pour la journée et pour la nuit. Et ici au bout, nous avons la chambre d'Ella. Après que les vies d'honneur aient quitté cet endroit pour toujours, et que le séminaire ait pris le relais, ces pièces ont été transformées en appartements. Comme vous pouvez le voir, ils ont installé la cuisine ici, mais heureusement, ils ont gardé toutes les boiseries et tout ce qui était d'origine dans les murs. Et ça a l'air absolument magnifique. Et le miroir, avec ce qui était autrefois la cheminée en marbre en dessous, est aussi toujours là. Et maintenant, il est temps de découvrir l'une de mes pièces préférées de cet étage. Non pas parce que c'est la plus belle pièce, mais parce que c'était la chambre de Peter Widener. Il a vécu ici de 1899 à 1915. C'était sa chambre, avec une vue magnifique sur les jardins. Donc la chambre de Peter a une histoire un peu intéressante. Elle se trouve dans le coin sud-est de la maison. Donc elle est tout à l'avant. Donc si vous regardez la façade, c'est tout à droite, c'est sa chambre. À l'origine, comme le reste de la maison, elle était très marquée par le style victorien. Et ce qui est vraiment intéressant avec la chambre aujourd'hui, c'est que lorsque Joseph a refait beaucoup de pièces en 1915, il a aussi rénové beaucoup de chambres, y compris l'ancienne chambre de son père. Il y a différentes opinions sur ce qu'est devenu cette pièce. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour faire court, les boiseries de cette chambre ont été vendues lors de la rénovation. Donc maintenant que ces boiseries ont disparu, on peut en fait voir beaucoup des pochoirs victoriens d'origine sur le mur qui ont un très bel éclat nacré. C'est vraiment génial de pouvoir voir ce morceau d'histoire mis au jour dans cette pièce. C'est très unique. Vous pouvez voir ici, il y a du plâtre ici. Mais cette peinture que vous voyez ici est la peinture d'origine de cette pièce. Et vous pouvez même voir qu'il y a un peu de travail d'argent là-dedans. Je l'adore absolument. Ça date de l'époque où Peter est parti d'ici, derrière ici, à côté d'ici. Nous avons sa salle de bain. Une jolie table de toilette sur le côté, entièrement faite d'un magnifique marbre blanc. J'aime aussi ce pied en cuivre dessous. Puis le miroir sur le côté ici. Peter se regardait le matin. C'était un homme qui s'était fait tout seul. Il en était probablement très fier. Et maintenant, nous avons cette baignoire intégrée ici. Le miroir au-dessus. Absolument magnifique. De cette pièce, nous pouvons continuer à avancer. Et ceci, c'est encore un dressing, une sorte de vestiaire comme on pourrait l'appeler aujourd'hui. J'adore aussi absolument cette pièce. Parce qu'au-dessus des portes ici, nous avons ce visage, ce vase bleu, et cela ajoute une touche supplémentaire à cette pièce. La peinture s'écaille lentement, ce qui lui donne un aspect très délavé et unique, mais celle-ci devra aussi être restaurée à l'avenir. L'une des plus belles chambres à l'étage et probablement l'une des plus masculines est celle qui appartenait à Joseph Early Widener, qui est peut-être le résident le plus longtemps resté à Linwood Hall. Il a vécu ici de 1899 jusqu'à son décès en 1943. Et sa chambre est aussi la seule qui soit en bois non peint. C'est du chêne tigré massif, qui est magnifique à regarder. C'est une pièce absolument splendide. Elle donne sur l'avant de la maison et vous avez cette belle vue sur ce qui était autrefois les jardins à la française, l'allée. C'est une pièce parfaitement située et décorée, elle est vraiment très exquise. D'ici, nous passons à une autre porte, un couloir. Une autre salle de bain en marbre de ce côté. Et c'était la salle de bain partagée de Joe. C'était la chambre de Joe plus tard. Au début, il avait la chambre là-bas, mais il a ensuite déménagé ici, parce qu'il voulait probablement avoir une vue sur le jardin depuis sa chambre. Je ne sais pas pourquoi il a changé de chambre, mais ça me semble être la raison la plus logique. Et ici, dans cette pièce, ce sont des murs en bois de chêne tigré que nous voyons.
Un design magnifique. On dirait que ici sur le côté, nous avons la porte d'un coffre-fort resté là, très lourde. Va plus loin. L'aile suivante se trouve aux étages supérieurs. Alors faisons un tour dans le couloir principal et apprécions simplement sa beauté. À l'époque, Joe et Peter laissaient aussi les orchestres jouer ici, et la musique résonnait dans tout l'endroit. Peux-tu imaginer un orchestre ici? Jouer sans relâche et avoir tout cet écho. Ce son dans tout Linwood Hall, ça aurait été absolument fantastique. Thick. Je profite simplement de me promener dans cet endroit. J'ai vraiment l'impression de remonter le temps en marchant dans les couloirs de cet endroit. Plus de 100 ans d'histoire sont renfermés entre ces murs. Et maintenant, nous arrivons à l'aile ouest du manoir. Ici, cette pièce est aussi une pièce très fascinante. Elle appartenait autrefois au fils de Peter Widener II, et George dormaient tous les deux ici. Mais plus tard, cette pièce a été transformée pour accueillir des rois et des reines, et des invités très importants. Ils auraient rendu cette pièce très extravagante à l'époque. Nous pensons aussi que c'était la cheminée d'origine qui se trouvait ici, et on peut voir des instruments de musique, soit intégrés dans celle-ci, absolument magnifiques. Et aussi les encadrements autour de la porte ici sont toujours d'origine de cette époque, ainsi que la corniche là-haut. Dans cette pièce et dans presque toutes les pièces de l'endroit, ils ont aussi le même type de volets cachés, laissés dans les fenêtres. Waouh! Cette salle de bain est magnifique. Elle est même meilleure que celle de Peter Widener lui-même. Il tenait beaucoup à ses enfants et voulait qu'ils aient une bonne vie. J'adore ce type de marbre. On peut voir qu'il y avait auparavant un très grand miroir ici, mais plus tard ils ont placé celui-ci à cet endroit. Okay. Et puis nous avons encore une section ici, dans cette aile ouest, et cette pièce juste là. Cette pièce très vive au ton bleu. C'était autrefois la chambre de la préceptrice des enfants qui vivaient ici, et elle venait directement de Paris. La famille Widener trouvait très important que les enfants reçoivent une bonne éducation. Ils apprenaient le français et ne pouvaient parler qu'en français avec la préceptrice. Et ils ont appris toutes sortes de choses sur la vie grâce à cette préceptrice et dans cette pièce. Nous pouvons passer dans la pièce suivante. Ils partageaient une salle de bain. Comme vous pouvez le voir, cette belle baignoire avec des pieds en pattes de lion. Des pattes de lion en dessous. Et cela nous amène à la chambre de la maison des jumeurs de Léanor, qui était la fille d'Eleanor Elkins Widener. Encore une fois, une pièce charmante. Tout cela aurait été aménagé avec des meubles grecs à l'époque. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette pièce, c'est les dessins qui sont faits derrière le miroir ici. Ce ne sont pas des dessins de vandales qui sont venus à l'intérieur de l'endroit, non. Ce sont des dessins des personnes qui ont construit l'endroit et qui se sont amusées à l'époque. Ils ont en fait réalisé de très beaux dessins. Il est écrit ici 1800 à 1999. C'est l'époque où Linwood Hall a été achevé. Je pense que c'est aussi le nom de la personne, Golo, je crois que c'est écrit là-bas. C'est absolument charmant. Et depuis cette pièce, nous pouvons nous diriger vers la section suivante. À l'extrême opposé de la maison, nous avons la chambre d'Eleanor Elkins Widener. Cela semble être la chambre préférée de beaucoup de gens. C'est la chambre la plus ornée de la maison, avec cette superbe cheminée en marbre blanc. C'est vraiment une pièce magnifique tout autour.
Et elle est célèbre parce qu'elle a évidemment survécu au naufrage du Titanic et elle a tragiquement perdu son mari et son fils. À bord du Titanic aussi. L'autre chose intéressante à noter dans cette pièce, c'est que même si elle est blanche aujourd'hui, si vous regardez de très près, vous verrez beaucoup de roses pâles qui datent de 1904, ce qui est vraiment intéressant. C'est une autre manière de revivre le passé, presque comme si vous pouviez le toucher. Et depuis cette pièce, nous pouvons entrer dans la chambre d'Hélé Noire, la mère de la fille. Et comme vous pouvez le voir, celle-ci est absolument magnifique. Chaque petit détail dans cette pièce a été pensé. Regardez juste le plafond là-haut. Toutes les sculptures, les corniches, tout est d'origine de cette époque. Et je crois même que la peinture ici date du début des années 1900. Le lit d'Hélé Noire se trouvait ici. Vous pouvez voir là-bas qu'il y a encore des crochets pour la partie où les rideaux descendaient pour la moitié. Et que... les interrupteurs à côté du lit sont tous d'origine. Puis ici, nous avons la cheminée, très finement conçue, d'origine. Le miroir au-dessus est complètement cassé. Et Éléonore était une femme très spéciale. Elle adorait ses bijoux, et elle était connue pour ses bijoux. Elle a aussi voyagé sur le Titanic, et elle a survécu à son voyage. Mais sur le Titanic, elle avait un collier, qui était estimé à 750 000 à l'époque, ce qui équivaudrait à 20 millions de dollars aujourd'hui. Et ici, au milieu de la pièce, entre le boudoir et la chambre, nous avons ce coffre-fort. Et dans ce coffre-fort, Éléonore gardait tous ses bijoux. C'est une porte très lourde qui s'ouvrait. Et tous ces biens inestimables se trouvaient à l'intérieur, soigneusement cachés du public. Alors, cette porte, elle est lourde, d'accord. Et ici nous avons une dernière pièce. Et cela nous amène dans le boudoir, où elle s'habillait le matin, où se trouvait Taylor et... La pièce a un peu changé au fil des années. Au-dessus des portes, les peintures ont été ajoutées et quelques éléments dans cette pièce ont changé. Mais dans l'ensemble, elle est restée la même depuis qu'Éléonore y vivait. Quel magnifique aile ouest. Et maintenant, il est temps de se diriger vers les galeries d'art. Allons-y tout de suite. En montant à l'étage, une fois que vous montez l'escalier principal, le grand escalier dans le grand hall. Et vous passez devant le salon de thé, puis vous avez encore une autre enfilade de pièces. Il y a 4 galeries d'art à la suite. La première n'a pas vraiment de nom que nous ayons jamais entendu. Puis la deuxième, c'est la salle Rembrandt, où il y avait quelques tableaux qui n'étaient pas des Rembrandt, mais c'était principalement des Rembrandt. Ensuite, la galerie suivante, ou après celle-ci, c'est la galerie Bellini-Cellini. Et la dernière, c'est la Van Dyck. Donc, en commençant par la première. C'était un peu, je ne veux pas dire un mélange parce que ça donnerait l'impression que ce n'était pas organisé, mais croyez-moi, tout avait sa place et chaque chose était à sa place. Rien n'était laissé au hasard. Mais dans la première galerie, vous savez, il y avait Gainsborough, Titien, El Greco, Romney, Reynolds, Vermeer, Velázquez. Je pourrais continuer, il y avait de nombreux artistes différents exposés là-bas. La deuxième galerie, comme je l'ai dit, était principalement consacrée au Rembrandt. Dans la troisième galerie, il y avait, dans les 4 coins de la pièce, des armoires cachées qui contenaient autrefois les bijoux de Cellini, qui étaient ces magnifiques ensembles de colliers, de boucles d'oreilles et de bagues dissimulées dans ces armoires murales. Et puis, l'événement principal dans cette pièce était le Festin des dieux, réalisé par Bellini et Titien. Et enfin, la dernière salle est la galerie Van Dyck. Malheureusement, c'est celle qui a le plus besoin d'aide en ce moment, mais elle était autrefois l'une des pièces les plus magnifiques de la maison et elle abritait un portrait de Peter A.V. Widener, l'un des 2 réalisés par John Singer Sargent. Et tous les tableaux de cette pièce étaient de l'artiste Antoine Van Dyck. Nous avons déjà vu la galerie d'art en bas, mais maintenant il est temps de découvrir les galeries d'art les plus importantes de tout ce manoir. Juste derrière le hall principal, de ce côté, nous avons les galeries d'art Van Dyck et Rembrandt. Mais avant d'entrer dans cet endroit,
Je veux d'abord attirer votre attention sur cette pièce ici. Et cette pièce était autrefois le salon de thé, où les dames et les messieurs se réunissaient pour boire du thé et manger un biscuit l'après-midi. Mais ce qui est très remarquable dans cette pièce, c'est le vitrail. Le dôme en vitrail que nous avons juste au-dessus ici a été construit en même temps que la maison, en 1899. Et il est toujours ici à ce jour, et on l'adore absolument. Passons par ces grandes portes pour entrer dans les galeries d'art. Un bruit grinçant se fait entendre ici. Regardez ces pièces. À l'époque, c'était les pièces les plus importantes de la maison, et elles contenaient une quantité infernale d'œuvres d'art qui ont maintenant toutes été données à la National Gallery de Washington, à Washington DC. Il y a une chose que je veux vous montrer. Venez par ici. Derrière ces murs en plâtre, nous avons le velours rouge d'origine. Et c'est sur ce velours rouge que toutes les œuvres d'art étaient exposées. Plus tard, ils l'ont transformé en espace de stockage. Ces puits de lumière sont maintenant tous noirs parce que le plafond, le toit de l'endroit a été recouvert. Mais à l'époque, la lumière inondait ces pièces et illuminait toutes les œuvres d'art qui s'y trouvaient. Ouvrez ces portes. La pièce dans laquelle nous entrons maintenant s'appelait autrefois la salle Rembrandt, parce qu'elle était entièrement remplie de tableaux de Rembrandt. Quand Pierre vivait ici, il y avait littéralement des centaines de tableaux dans les deux galeries d'art, mais quand Joe a repris en 1915, il a un peu nettoyé la pièce et n'a gardé que les plus importants, les plus précieux. Et c'était absolument magnifique ici. Au-dessus de la porte, nous pouvons voir une pièce de sculpture très unique, mais l'autre porte avait la même. Cependant, celle de l'autre porte a été vendue et il ne reste plus que celle-ci dans la pièce. Ensuite, nous pouvons aller plus loin vers la section suivante de la galerie d'art. Cette porte nécessite une certaine attention. Elle s'ouvre encore, à peine. Et ici, nous entrons dans la salle Bellini. C'est aussi une pièce très importante de la maison. Tout d'abord, le plafond est décoré avec un magnifique plafond à fresque. Un plafond à fresque italien, juste au-dessus. Malheureusement, il est complètement écaillé. Il y a aussi ces puits de lumière en haut. Et dans cette pièce, toutes les bagues, les bijoux et tout ce genre de choses étaient rangés dans ces vitrines encastrées dans le mur. Et tout était exposé dans cette pièce. Et ici, de ce côté, la magnifique peinture était exposée. Ici au sol, il y a un projecteur laissé derrière. On voit qu'il y a encore un peu de pellicule dans le projecteur, comme vous pouvez le constater. Ou des restes d'un film. Et cette extension de la maison, qui a été construite plus tard, était aussi une galerie d'art très importante de la maison. Mais d'abord, il y a aussi un orgue à l'intérieur. Et il jouait de la musique pendant que les invités venaient profiter de la galerie d'art. Mais c'était aussi très important dans cet espace de la maison. Peter adorait ces pièces. Ces pièces devaient être une expérience. Elles avaient une odeur particulière, une certaine ambiance. On y jouait de la musique. C'était comme si vous étiez dans une sorte de parc d'attractions, en vous promenant dans la galerie d'art, ce qui devait être absolument incroyable à l'époque. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de cette dernière salle des galeries d'art. Donc, beaucoup des œuvres d'art dans la maison ont incroyable. Il y a une histoire folle derrière, mais je vais m'en tenir à une seule, car elle est vraiment intéressante. Dans la galerie Van Dyck, il y avait un tableau qui, comme le reste des œuvres, se trouve aujourd'hui à la National Gallery de Washington, D.C. Il s'agit d'un portrait de la marquise Elena Grimaldi Catiano, considérée comme l'un des plus beaux de Van Dyck. Et à l'époque, le gouvernement italien avait en quelque sorte décrété qu'en raison de l'importance de la famille, comme la famille Médicis, les tableaux de la famille n'étaient pas autorisés à quitter le pays.
En raison des guerres mondiales, des déplacements de personnes et des transferts de richesses, de nombreuses œuvres d'art étaient Exportés d'Italie vers l'Amérique, ils ont alors décidé d'interdire toute sortie d'œuvres d'art. Il y avait donc un marchand d'art en France qui savait que s'il pouvait mettre la main dessus, Joe l'achèterait probablement. Et grâce à quelques manigances, lui et un autre ami marchand d'art en Italie ont acheté ce tableau, ils l'ont retiré du châssis. Et ils l'ont emballé très soigneusement, puis ils l'ont mis dans un tube en métal ou en acier, et ils ont soudé ce tube sous une voiture. Et quand ils ont passé la douane pour sortir d'Italie, personne n'a rien remarqué. Personne n'y a vu que du feu. Ça s'est passé assez facilement. Une fois arrivé, je crois, à Paris, Ils l'ont remis sur un châssis. c'était le marchand d'art de Joe. Il l'a appelé. J'ai ce magnifique tableau. Joe a répondu « Oui, j'adorerais l'avoir », sans alors connaître son histoire. Il est surprenant que le gouvernement italien, à notre connaissance, ne leur ait jamais demandé des comptes pour cela, alors qu'il s'agissait d'une belle œuvre d'art à laisser partir. Joe a toujours été conscient de cela, de ces situations, même s'il y a eu un cas où il a acheté 2 statues de David, des statues en marbre, toutes deux réalisées par Donatello, et Pour pouvoir en emmener une d'Italie, il a négocié avec le gouvernement et a dit « je vous donne la plus belle des deux si vous me laissez prendre l'autre ». Donc il était très attentif à cela dans ses propres transactions artistiques qu'il gérait personnellement. Quelle pièce cela devait être. J'adore vraiment les plafonds plâtrés à l'intérieur de celle-ci, combinés avec la lucarne là-haut. Mais comme vous pouvez le voir, cette pièce tombe littéralement en ruine au fil des années. Et celle-ci a le plus besoin d'attention pour être sauvée. Et elle doit être sauvée, car c'était une galerie d'art très importante à l'époque. Ici sur le sol, on peut voir un des éléments du plafond qui est encore là. Regardez de près, la fleur de lys, de magnifiques sculptures. Cela a pris des jours, des semaines, peut-être même des mois à créer, avec plusieurs personnes travaillant ensemble. Quelle œuvre d'art! On ne fait plus ça aujourd'hui. Oh, regardez ça! Il y a même un petit morceau du puzzle qui est resté. Je suppose que cela devait se trouver quelque part ici, et que ça s'est détaché avec le temps. Il y a encore une chose que je dois absolument vous montrer dans cette pièce. Si vous regardez l'arche au-dessus de la porte ici, sur le côté gauche, vous pouvez voir un haut-parleur qui apparaît. Et ils ont littéralement intégré les haut-parleurs dans le mur, pour qu'on ne les voit pas, et qu'ils puissent diffuser de la musique dans toute la galerie d'art, sans que personne ne sache d'où vient la musique. C'est ce qui rend ces pièces si incroyablement spéciales. Maintenant, il est temps de découvrir les dernières parties de l'Enwood Hall, la piscine et les quartiers des domestiques. Allons-y. Alors, voici le haut de l'escalier des domestiques, et cette porte là-bas nous mène au quartier des domestiques à l'Inwood Hall. Il y avait environ 40 à 50 domestiques qui travaillaient en permanence pour entretenir la propriété, répondre aux besoins de la famille Widener, s'occuper des jardins et de tout ce qu'il fallait faire ici. Tout d'abord, regardez ça. Nous sommes maintenant au-dessus du salon de thé. Vous pouvez voir ici, c'est le vitrail qui le recouvre, qui forme le dôme au-dessus. J'adore vraiment ça. Il y a aussi tous ces placards autour de moi, sans doute pour ranger tout le linge de lit et toutes les choses dont ils avaient besoin dans la maison. Et regardons dans des couloirs des quartiers des domestiques. Voyons comment ils dormaient et vivaient autrefois. Comme vous pouvez le remarquer, les chambres sont beaucoup plus petites, les encadrements des portes sont beaucoup plus simples. C'est juste une version réduite de ce que nous avons en bas. There's Chaque pièce ici est sobre et simple. Je suis très curieux de voir ce qu'il y a au bout du couloir, dans la dernière pièce, et je vais laisser ça de côté.
Ici, nous avons une salle de bain située dans les quartiers des domestiques. Encore une fois, beaucoup plus petite que ce que nous avons vu chez Pierre. Noir. Joseph Larose. C'est en quelque sorte un espace où l'on peut sortir sur le toit de Linwood Hall. Mais bien sûr, cela a été condamné. D'accord, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est l'espace spa de cet endroit. Et ce n'est pas rien. Allons-y. Mon Dieu, où ai-je la tête? Cette propriété est tellement immense. J'arrête pas d'oublier de vous montrer des choses ici. Mais là-bas, il y a un autre couloir avec tous les quartiers des domestiques. Mais je vais laisser ça de côté. Tout ça, c'est pareil. Mais il y a quand même quelque chose de très unique dans cette propriété ici. Nous avons les puits de lumière qui couvrent les galeries en bas. Quand tout était complètement ouvert et que ces fenêtres ici n'étaient pas encore scellées, toute la lumière entrait ici et ils pouvaient la contrôler tout au long de la journée. Ils avaient un mécanisme là-haut qui permettait de déplacer ces panneaux et quand le soleil bougeait, le panneau bougeait avec lui et ils avaient toujours l'éclairage parfait à l'intérieur de la galerie. Je veux aussi vous montrer ceci ici. C'est le mécanisme pour ouvrir et fermer les loquets au-dessus de la galerie. Et vous pouvez voir que si je le tourne, tous les puits de lumière s'ouvrent. C'est très difficile à tourner, mais jusqu'au bout il s'ouvre. N'est-ce pas magnifique qu'ils aient construit cela à cette époque? J'adore vraiment. Nous venons d'arriver à l'espace spa de Linwood Hall. Et cet endroit est tout simplement extravagant. Tout ici a été fait en marbre et j'adore cette pièce. Et la piscine juste en dessous. Je crois qu'elle fait au moins 12 à 15 pieds de profondeur, soit 4 à 5 mètres. Et elle est entièrement entourée de carrelage blanc. À quoi cela devait-il ressembler quand elle était complètement remplie d'eau et que la pièce tout autour était entièrement recouverte de miroirs? Et malheureusement dans un très mauvais état. D'accord, de grandes colonnes ici au milieu. Je suis curieux de voir ce que nous pouvons trouver de ce côté. Très probablement les vestiaires pour que les résidents puissent aller dans la piscine. Quelques casiers ici en bas. Et voici les armoires où les résidents pouvaient ranger leurs vêtements avant d'aller à la piscine. Oui, de ce côté-ci, nous avons aussi une salle de bain, où l'on peut se rafraîchir après avoir nagé. Les toilettes et aussi la douche là-bas, vous pouvez voir qu'il y avait même un luminaire à l'intérieur. Une douche entièrement faite de marbre, c'est vraiment extravagant. En bas, il y a l'espace spa. Je dois encore vous montrer ça. Allons-y tout de suite. Encore une chose que je veux souligner, ce sont ces interrupteurs. Très beaux. Bon, descendons l'escalier très prudemment. Ce n'est pas comme ça que Peter Widener serait descendu un escalier. Cet endroit est devenu très dangereux à parcourir. Oh mon Dieu. Ils auraient tous besoin d'aide, et vite. Même la rambarde est tombée. Oh mon Dieu. Tout est littéralement en train de tomber et de rouiller. J'adore les petites fleurs sur cette rambarde ici. Si on passe par-dessus ce tas de gravats devant moi, on arrive à l'espace spa de ce complexe, de cette dépendance, je dirais. Et ici, ils avaient quelques pièces où ils pouvaient simplement venir se détendre et passer un bon moment. Ici, de ce côté, il y a les douches, des douches en marbre blanc. Et quand on se retourne de l'autre côté, on a une sorte de banc de massage. Ils pouvaient s'asseoir dessus. Oh, ça aurait aussi pu être un sauna. Ne me prenez pas au mot, je ne suis pas 100% sûr pour cette pièce. C'est agréable à voir. Puis encore quelques saunas de chaque côté ici. J'adore comment la pièce est entièrement recouverte de marbre blanc.
Bon, sortons de ce bâtiment et laissez-moi vous montrer les jardins de Linwood Hall. Il y a beaucoup de vent qui souffle dans cette pièce, mais c'était autrefois la chaufferie pour le sauna, et aussi pour la maison elle-même. Tout le chauffage était assuré par cette énorme chaudière à double turbine que nous voyons ici. Et elle a aussi été fabriquée à Philadelphie, à cette époque-là. Et il y a même une verrière à l'intérieur de cette pièce. Absolument incroyable. Mais d'ici, nous pouvons sortir et regarder les jardins de Linwood Hall. Nous voilà donc sortis de la chaufferie et de retour dans le jardin de Linwood Hall. Cet endroit n'est-il pas tout simplement magnifique? Je ne me lasse vraiment pas de Linwood Hall. À l'extérieur, la façade de cet endroit, avec toutes ces moulures là-haut et tous ces détails artistiques, c'est absolument fantastique. Maintenant, on va s'avancer vers l'avant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait avant, les fontaines et tout là-haut. Allons-y. En parlant un peu de l'extérieur de la maison, la façade est en fait inspirée de Prior Park à Bath, en Angleterre. C'est fait dans le style du renouveau néoclassique et ça a été un peu modifié au fil des années. À l'origine, c'était très victorien, très simple d'apparence, puis plus tard, vers 1908, 1910, quelque part par là, le tympan au-dessus du portique a été orné d'une magnifique frise. Il y a là une ornementation magnifique qui a été réalisée, c'est très français et très élaboré. Donc Peter A.B. Widener, le propriétaire d'origine de la maison, comme son petit-fils l'a écrit dans ses mémoires de 1940, sans tambour, il a dit que c'était en quelque sorte le summum de l'élégance victorienne. Peter A. Widener aimait le style victorien, mais son fils Joseph, qui a hérité de la maison, ne l'aimait vraiment pas. Il a donc francisé la maison en transformant toute la maison dans un style français très élaboré. En ce qui concerne le domaine extérieur, nous avons actuellement 34,84 acres de terrain qui n'ont jamais été subdivisés. Il a toujours sa clôture d'origine tout autour. Le domaine faisait à l'origine environ 300 acres, plus ou moins, et comprenait une centrale électrique, une ferme, des serres, une piste de polo, toutes sortes de maisons de domestiques, des logements de l'autre côté de la rue. La centrale électrique principale, de l'autre côté de la route, fonctionnait au charbon et produisait de la vapeur, qui était ensuite envoyée sous Ashbourne Road jusqu'à la propriété. Donc tout a été pensé dans une optique de protection contre l'incendie. Ils avaient tout installé de l'autre côté de la rue, donc si jamais quelque chose explosait ou prenait feu, cela ne se produirait pas ici. Les jardins aussi, si on en parle, ils ont un peu changé au fil des années. Les jardins d'origine étaient très à l'italienne. C'était des jardins en contrebas et ils descendaient devant la maison avec toutes sortes d'urnes à balustrade. Vous savez, une petite fontaine là-bas où le bassin à carpe coille. Puis, vers 1915-1916, les jardins ont été comblés et ce magnifique aménagement à la française a été installé, ce qui correspond au design actuel du jardin, avec 2 grandes fontaines juste devant la maison, une immense fontaine au centre et environ 10 petites qui entouraient le côté de la maison. Ouais, donc sur la propriété principale ici, il y a 3 bâtiments. Il y a Linwood Hall, que la famille appelait la grande maison. Sur le papier, cela fait environ 70 000 pieds carrés, mais avec sous-sol et grenier, on atteint 100 000 pieds carrés. Ce bâtiment mesure presque 2 fois la taille de la Maison Blanche à Washington. Nous avons aussi le pavillon d'entrée à l'arrière de la propriété. Je ne connais pas la superficie exacte, mais je pense que c'est environ 1700 pieds carrés. Nous savons qu'à une certaine époque, le chef y vivait avec sa famille, et je pense que cela a servi à divers usages au fil des ans. Puis, tout à l'ouest de la propriété, nous avons ce qu'on appelle Linwood Lodge, qui était à l'origine les écuries de la remise à voiture et la sellerie. Ensuite, il y avait un grenier à foin au-dessus, et en 1924, le fils de Joseph, Peter A.B. Widener le deuxième, s'est marié avec Gertrude Peabody. Après leur mariage, ils avaient besoin d'un endroit où vivre, alors Joe a vidé ce bâtiment et l'a complètement transformé en cette belle petite résidence française. Et en fait, elle fait à elle seule 15 000 pieds carrés, donc elle ne paraît pas si grande comparée à cette maison, mais si on la regarde seule, c'est un manoir, c'est une grande demeure. Je n'arrive tout simplement pas à m'en remettre. Quelle beauté. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Horace Trumbauer, qui a conçu cela, il faut vraiment lui en attribuer le mérite. À mon avis personnel, c'est l'un des plus beaux manoirs des États-Unis. Et puis ici, là où se trouvent les jardins, les 3 fontaines. Une ici, une là-bas et une à l'arrière. Et ils avaient une sorte de jardin à la française, après 1915 ici, qui met en valeur tout cet espace. Ce n'est maintenant qu'une simple représentation de ce que c'était autrefois. Là-bas, dans chaque coin, il y a aussi de très belles statues, cachées dans une rangée d'arbres. Dernier coup d'œil à ce manoir avant que nous ne retournions en Europe. Quelle beauté! Je vais aussi vous montrer le jardin d'hiver qui se trouve sur le côté du bâtiment. Le bâtiment, la petite maison dans laquelle nous ne pouvions pas entrer parce qu'il y a une planche dans la salle de bal. Mais nous pouvons y entrer de ce côté, depuis l'extérieur. It's massive, girl. Si vous tenez en dessous et que vous levez les yeux, vous ressentez vraiment leur grandeur. Ici, c'est le jardin d'hiver sur le côté du bâtiment. Elle a été construite plus tard, après un certain temps. Regardez, je peux aussi vous montrer l'intérieur de celle-ci. C'est quasiment vide. Ah, voici une fenêtre ouverte. C'est une sorte de petit coin salon qui prolonge la salle de bal. Peut-être pour qu'on les invités voulaient fumer ou venir ici pour boire ou s'asseoir ou quelque chose comme ça. Malheureusement, celui-ci tombe aussi complètement en ruine. Il ne reste qu'une petite partie du plafond plâtré là-bas. Mais j'aime vraiment voir cette œuvre d'art là-haut. C'est absolument magnifique. Et cette pièce était en quelque sorte un salon intérieur-extérieur. À l'époque, c'était aussi ouvert. Et ils l'ont fermé parce qu'ils voulaient un espace plus fermé, ici, au bout du couloir. On peut aussi voir qu'au-dessus de chaque fenêtre, il y avait autrefois un visage. Construit là-bas. Absolument magnifique. Omji, je tiens à te remercier énormément pour l'opportunité que tu nous as donnée de documenter Linwood Hall dans toute sa splendeur. Mais je dois te demander, pourquoi est-il important de préserver Linwood Hall pour l'avenir? Linwood Hall est un véritable chef-d'œuvre architectural qui fait partie de notre histoire américaine. Bien que ce soit une entreprise remarquable, nous voyons cela comme une occasion de laisser un héritage en entreprenant un projet de restauration qui pourrait, sans doute, être le plus grand jamais réalisé sur une résidence privée dans l'histoire de l'Amérique. Pour une restauration appropriée, nous avons besoin de temps afin d'explorer les possibilités et de voir quel financement pourrait être obtenu. Mais aussi, c'est vraiment comme une fouille archéologique, mais pas dans le sol, au-dessus du sol. Et la documentation offre vraiment de nombreuses opportunités d'apprentissage pour de nombreuses générations futures. Que faites-vous actuellement pour y parvenir? En ce moment, on nous a donné l'opportunité de pouvoir travailler ensemble avec le propriétaire actuel, avec un groupe de personnes et de soutien du projet qui aimeraient vraiment voir une restauration. Nous avons eu quelques bénévoles qui se sont réunis pour aider dans cette démarche. Nous contactons la communauté de la préservation du patrimoine pour voir ce qui peut réellement être fait. Le plus grand défi que nous avons en ce moment, c'est que nous devons soit trouver un nouveau propriétaire pour la propriété, soit éventuellement réunir des fonds pour une fondation ou une future organisation à but non lucratif, pour pouvoir se rassembler afin de posséder la propriété, afin qu'une restauration devienne possible. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous aider dans ce processus? Oui, c'est en cours.
un groupe de personnes est en train de mettre en place les conditions pour que nous puissions permettre à d'autres de contribuer à nos efforts, à la fois par la collecte de fonds et peut-être aussi par davantage d'opportunités de bénévolat. Nous recherchons également les bons partenaires et sponsors pour se joindre à nous dans cette démarche. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour l'opportunité que vous nous avez offerte de pouvoir raconter cette histoire, d'avoir une plateforme. Nous ne sommes pas encore prêtes à en dire beaucoup publiquement, mais cela approche. À la sortie de cette vidéo, vous pourrez guider les gens dans la bonne direction. Je serais ravi et vous remercie encore pour cette opportunité incroyable. Oui. C'était génial, absolument. Alors, juste une chose de plus à mentionner, notre groupe de personnes qui se sont réunies autour d'une vision commune aimerait vraiment aussi impliquer la communauté locale. Nous voyons cela comme un projet fait par le peuple, pour le peuple. Une occasion d'assurer la préservation d'un patrimoine historique majeur. Mais nous voulons vraiment nous assurer que même si ce lieu a un potentiel énorme pour devenir beaucoup de choses différentes, la communauté ait aussi l'opportunité d'en bénéficier, ce qui rend vraiment hommage à l'histoire de la famille qui l'a construit, les Widener, parce qu'ils ont aussi redonné à la communauté. Je dois dire, Angie, ce que vous faites est magnifique. J'ai beaucoup de respect pour vous et tous ceux impliqués dans ce projet. Et encore une fois, je veux vous remercier pour l'opportunité que nous avons eue ici de découvrir cet endroit et d'en faire partie. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi et pour nous. C'est vraiment un honneur de pouvoir partager cela avec vous. Nous considérons vraiment cela comme un projet de sauvegarde. Et nous sommes bénis et honorés de pouvoir partager cela avec d'autres, de quelque manière que ce soit. Moi aussi, merci beaucoup pour cela. Merci. Alors tout le monde, avec cela, nous allons conclure ce documentaire fantastique et cette visite à travers l'Inwood Hall une fois de plus. C'était une occasion incroyable de voir cet endroit, de le documenter pour toujours. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, toutes les informations seront ci-dessous, dans la description de la vidéo. Et avec cela, je vais tous vous remercier et nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup à tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine fois.